Bonjour et bonjour à tous. Bon réveil en direct sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. C'est l'heure de l'info et du débat. Merci de nous choisir. D'entrée, c'est aujourd'hui que démarrent les épreuves de l'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. À tous les candidats, concentration, courage et bonne composition. Des discussions à bâton rompu et des questions dans l'opinion depuis qu'il s'est entretenu avec des personnalités au Palais de la Marina. Une série d'audiences mercredi dernier. Patrice Talon échangeait à tour de passage avec l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné-Soglou. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale et élargi à l'actuel président de l'institution et les représentants du corps diplomatique accrédités au Bénin. Des questions, disais-je, sur les sujets abordés au cours de ces différentes rencontres. On en sait un peu plus. Il s'agit de préoccupations de l'heure qui impactent la vie du pays et le chef de l'État ne s'arrêtera pas en si bon chemin, dira Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement. Nous ferons nos analyses en plateau ce matin avec les acteurs du forum, un politique, un expert en communication et gestion de crise et les analystes de la rédaction sur ce qu'il faudra retenir de la démarche du chef de l'État en cette période électorale où les attentions sont fixées sur les législatives du 8 janvier 2023 où tout le monde appelle à une élection inclusive. En tout cas, on en parle avec l'ensemble du plateau tout à l'heure au forum de discussion. Restez avec nous, Actu Matin, c'est ici et maintenant. Et voilà, c'était les prévisions météo. Bonjour à vous, Akhabali Para. Christian Dandelion, bonjour et bonjour à tous. Vous avez la forme ce matin. Bienvenue. Bonjour à vous, William Click. Bonjour Christian, bonjour à tous. Avec vous, ce sera le bulletin matinal de l'information et dans les titres, les hommages pleuvent en mémoire de Théophile Nata depuis l'annonce de son décès dans le week-end. Anciens collègues, collaborateurs et proches saluent le parcours élogieux de l'ancien président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, ancien député à l'Assemblée nationale et ancien ambassadeur. Vous les entendrez tout à l'heure. Et puis, on peut mieux gérer les ressources financières des collectivités territoriales locales au Bénin. Une conclusion des travaux de recherche de Félix Mpocha qui a soutenu sa thèse de doctorat. Le docteur en droit a déroulé ses travaux au Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances de l'Université d'Abomey-Calavi. Précision à suivre dans notre mini-journal. Et le mini-journal, ce sera juste après la une des journaux.
Une projection sur ce que vivra le Bénin dans pratiquement 6 mois. Il s'agit donc des législatives du 8 janvier 2023 et on en parle avec vous à Khabalikwara. Oui, Christian Dandéjan, ça bouge sur le terrain, constate Fraternité qui titre ce matin législative du 8 janvier 2023 sur le terrain, la bataille politique gagne en intensité. Wilfried Réan-Dungbeji sur les dernières rencontres entre le chef de l'État Patrice Talon et d'autres personnalités. Talon ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Romuald Wadani, ministre béninois de l'économie et des finances, face à la crise alimentaire, nous maintiendrons nos efforts. Il s'agit de la vie de nos populations, précise le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et puis, Canet Noir, l'ex-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Théophile Nata, a tiré sa révérence. Il y a eu bien entendu des témoignages de ses proches, ses anciens collaborateurs, amis et parents à suivre tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Cliquant et dans le reste de nos éditions. À la une maintenant du quotidien de service public La Nation, bilan de l'an 1 de Talon 2, numérique et digitalisation. Aurélie Adam-Soulé-Zoumaro présente les avancées. Crise économique en Afrique, la vraie menace. Les conseils du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a retrouvé à la page 5 du quotidien de service public. Et puis soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Félix Mpocha, désormais docteur en droit public. Quotidien L'Informateur qui propose le message du ministre Chabi Kwaro aux 1119 746 candidats au brevet d'études de premier cycle. Ils ont rendez-vous avec leur destin ce lundi matin. Économie béninoise, Covid-19, guerre en Ukraine et vie chère. Les recettes du ministre d'État Romuald Wadani sur RFI. Le ministre des Finances a également répondu aux préoccupations concernant ses ambitions pour 2026. Soutenance de mémoire et de fin de cycle, des étudiants de ESAE sont passés devant les jurys. Quotidien d'Abaro, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Félix Mpocha décroche avec brio son doctorat en droit public. Et puis Djougou, grâce au soutien du pro-caché, la FENAPAB a mis en terre plus de 200 plans performants d'Anacadier à Monet. Le chasseur info à présent démarrage des compositions des épreuves écrites de l'examen du BPC session de 2022. Kwaro Yves Chavi donne le top à Notre-Dame de Lourdes de Porte-Novo. Ce serait ce matin dans quelques minutes. Donc, le journal précise qu'on a 119 746 candidats, dont 57 708 filles et 62 038 garçons au plan national. Les candidats composeront dans 211 centres. Et puis, ministère de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, qui s'est prononcé, l'énergie est au cœur du Bénin, terre d'opportunités, grâce au président Patrice Talon. Quotidien Le Routier, soutenance de mémoire de licence professionnelle aux audits, en audit et finance d'entreprise, Jouvin Vignon à Codedassa décroche la mention très bien précise. Le journal Le Routier qui poursuit et dit facilitation pour l'obtention du visa aux candidats au Hadj et construction d'un centre de transit d'Akpakpa. La jeunesse de la Fondation Malherossou remercie le président Talon et son gouvernement. Pour sa part, l'honorable Yacoubou Malherossou invite la communauté musulmane à prier pour les autorités béninoises. Le matinal à présent, interrogé sur sa participation à la présidentielle de 2026, Romuald Wadani maintient le suspense. Sa thérapie contre l'inflation et la cherté de vie en Afrique, déclinée dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Rencontre du 8 juin au Palais de la Marina, les sujets abordés selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre-Hungbeji. La boussole à présent. Examen de fin d'année, 119 746 candidats à l'assaut du BPC dès ce lundi matin. Porte-Novo accueille le lancement officiel des épreuves. Et puis crise économique, les mesures fortes préconisées par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani.
L'autre quotidien, développement du tourisme au Bénin, une ambition inédite d'environ 700 milliards d'investissements. Et puis, bataille pour les législatives du 8 janvier 2023. Le parti Les Démocrates remobilise ses troupes. L'autre vision, pour finir très rapidement, Christian Dandédian, démarrage ce jour des examens du BPC, session de juin 2022, 119 746 candidats planches dans 211 centres. Et puis, le journal propose à lire le message du ministre en charge de l'enseignement secondaire, Yves Kouaro-Chabi. Affaire des 385 milliards de francs CFA non justifiés en ce qui concerne donc les fonds Covid. Le gouvernement clarifie et met fin aux suspicions. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin, faites d'un peu de tout avec Fraternité, donc qui revient sur les législatives du 8 janvier 2023 et constate que sur le terrain, la bataille politique gagne en intensité. Et justement, c'est Moïse Dossoumo qui a rédigé cet article et qui nous parle de ses observations en page 3 du quotidien Fraternité. Il observe un jeu d'offensive et de contre-offensive parlant justement des soutiens du pouvoir et des acteurs politiques de l'opposition. Il pense que la bataille politique gagne désormais en intensité à quelques mois des législatives à venir. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Assiomo Kani, Assiomo Wilfried Léon Rumbedi sur les dernières rencontres entre le chef de l'État et les personnalités politiques qui se sont succédées au palais de la présidence. C'était mercredi dernier. Il pense que le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Et puis ce sujet est au menu de notre forum de discussion que nous aurons ce matin avec les débatteurs et avec un expert en communication politique et gestion des crises, Emile Guérin, et puis un acteur de la bonne gouvernance et un communicant politique également, Francis Atade. Ils seront en plateau juste après le journal des sports. Restez avec nous tout de suite, le midi-journal de l'information sur Actu Matin. J'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le volet. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. On démarre par cette page noire. L'ancien président de la HAC, Théophile Nata, a tiré sa révérence. C'était samedi dernier à l'âge de 75 ans, des suites d'une courte maladie. Ancien député à l'Assemblée nationale, ancien ministre et ancien ambassadeur. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Nous avons rencontré ses anciens collaborateurs, collègues et amis de la 4e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Suivez ici les hommages qui lui sont rendus au micro de Ali Moumouni et d'Aaron Prévy. Oh, je l'ai connu il y a longtemps. D'abord, nous avons fait chemin à l'Assemblée. Il était deuxième vice-président de l'Assemblée, pendant que j'étais un député à l'Assemblée nationale, au cours de la deuxième législature du Parlement. Donc, c'est déjà connu là. Puis après, au niveau de la HAC, en tant que président de la HAC, j'étais à ses côtés, directeur de cabinet. Voilà un peu comment nous sommes rencontrés dans la vie. Le président Théophile Nata, c'est un grand homme. Et je suis très fier d'avoir servi à ses côtés. À ses côtés, j'ai appris. Nata, c'est un homme du devoir. Un homme du devoir. Et qui aime le travail bien fait. Il a le sens du partage, l'esprit d'équipe, la cohésion. Nata, ce n'est pas quelqu'un qui court derrière le matériel. Il a un idéal de vie et il travaille toujours en équipe. On travaille avec Nata dans la concertation. C'est cela qui marque, c'est le modèle de travail de Théophile Nata, pour qui vraiment, je suis vraiment affecté pour son décès. C'est vrai que j'ai eu le bonheur d'avoir été le vice-président de Théophile Nata et c'est à cette occasion, je ne le connaissais pas avant.
que je l'ai connu, mais j'ai comme l'impression que je l'ai toujours connu. C'est pour ça que, pour le caractériser, je dirais juste que c'était juste un grand et un bon monsieur qui avait la rigueur envers lui-même. Et je crois que c'est le plus important. La rigueur envers soi-même est la chose que nous avons apprise de lui. Et avec ça, ce n'est pas pour se glorifier, mais en toute humilité, les gens disent que notre acte aura été des meilleurs. C'est à cause de ce monsieur. La rigueur qu'il avait envers lui-même et qui faisait que nous-mêmes, nous étions obligés d'avoir une certaine rigueur également. Et l'institution a pu faire des choses qu'aucune RAC ne peut faire aujourd'hui pratiquement. J'ai aussi le bonheur d'être un voisin de quartier. Et c'était un monsieur qui ne peut passer 3 mois sans vous appeler, prendre de vos nouvelles posément. Donc je suis son voisin de quartier, de bons conseils. Monsieur qui sait aussi vivre quand il le faut, de vous inviter dans un bon restaurant à l'occasion de votre anniversaire. Et disons, je l'ai connu profondément quand il était président de la HAC. Mais il a la méthode de travail. Il a la méthode de travail, la rigueur, l'amour du travail bien fait. Ce que moi je retiens de lui particulièrement, c'est une phrase que j'ai gardée jusqu'au moment où je vous parle là. Il a l'habitude de dire quelque chose et rien ne vaut le contact. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas gérer tous les dossiers par téléphone. Dès qu'il y a un problème, il vous appelle au téléphone et j'ai passé me voir au bureau. Je viens le voir et tête à tête, on échange. Et c'est après ça là que j'ai gardé cette phrase-là. Rien ne vaut le contact. Vous savez, nous avons l'habitude de parler des hommes en bien lorsqu'ils ne sont plus de ce monde. Mais ce n'est pas le cas pour Théophile Nata. Nous le disions même de son vivant. Mais c'est un baobab. C'est d'abord un chef, c'est un dirigeant, c'est un manager, c'est un père de famille. J'ose le dire. Parce que, vous savez, à la HAC, nous avons fait 5 ans. Nous n'avons jamais voté une loi ou bien une décision, sur vote. C'est toujours par consensus. Et le consensus se fait toujours autour du président. C'est l'homme qui partage. C'est l'homme qui est humble. C'est l'homme qui aime le travail bien fait. Bref, c'est tout un monument. Et voilà, une disparition et puis des hommages, William Cliquant. Oui, Foulera Gaba, administratrice civile à la retraite, a aussi connu l'ancien président de la HAC, ancien ambassadeur, ancien ministre Théophile Nata, non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi pour avoir été bien proche de sa famille. On va l'écouter toujours au micro de Ali Moumouni et de Eder Onkwevi. Je l'ai connu quand j'étais allée étudier en Algérie. Je l'ai connu grâce à son épouse qui est ma marraine, parce que ma soeur m'avait confié une lettre à lui remettre pour qu'elle prenne soin de moi pendant mes études à Alger. Il était ambassadeur en ce moment-là. C'est un grand monsieur, c'est un bon père de famille, c'est un grand frère. Je ne sais par quel mot je peux le qualifier, mais ce que je sais de lui, c'est que c'est un papa qui, quand vous allez à son école, vous ne perdez rien. La rigueur, l'humilité, parce que c'est quelqu'un qui vous enseigne, quel que soit votre niveau, quel que soit votre âge, que vous méritez le respect. Et lui-même, personnellement, appelle le respect. Ce monsieur m'a faite depuis mes études jusqu'à ma vie professionnelle. Je l'ai connu en tant que papa à la maison. Je l'ai connu en tant que chef au service quand il était ministre du développement rural. J'étais la directrice de l'administration, donc je m'occupais des finances et du personnel. Vous savez ce qu'il m'a dit le jour où on m'a nommé? Il m'a appelé, il m'a dit, il n'y a pas de lien de famille qui compte. Il n'y a pas de lien de parenté qui compte. Ici, c'est le service. Je ne suis pas riche. Je ne serai jamais riche. Je n'exige rien de toi que le travail bien fait. Et je serai intransigeant là-dessus. Il a tout dit. Il m'a recadré dans mon rôle d'ordonnateur délégué.
Et il m'a mis face à mes responsabilités. Et avec ça, j'ai su qu'il fallait bien faire selon les normes. Et cela a marché. Depuis que j'ai perdu mon époux, et avec les petits problèmes de santé que j'avais, j'avais cessé un peu de leur rendre visite, mais j'avais toujours des nouvelles par la petite dernière avec qui je suis en contact. J'ai appris en temps qu'il a été malade et qu'il avait récupéré. Elle m'a envoyé une vidéo où je l'ai vu avec maman, tout en joie et tout. Mais hier, c'était le coup de massue quand j'ai appris qu'il est décédé. Parce que je n'ai pas su qu'il a rechuté. Et vraiment, ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et voilà les hommages vibrants et singuliers à l'endroit de Théophile Nata, ancien président de la HAC, ancien ministre et ancien ambassadeur. Juste après, toujours dans l'actualité de ce lundi, il faut retenir que les jeunes de la Fondation Malé Rossou disent non au discrédit jeté sur les réformes engagées par le gouvernement pour la réussite du Hajj 2022. Ils expliquent les avancées introduites par le président de la République comme étant des mesures de facilitation du séjour en Terre Sainte aux pèlerins béninois. La déclaration a été prononcée en début de week-end dernier. Je vous propose de suivre le compte-rendu. Sur les formalités d'accès au voyage en Terre Sainte, le coût global du transport et les conditions sur place courant le temps de séjour, les jeunes de la Fondation Malé Rossou saluent les réformes du gouvernement dans l'organisation du Hajj 2022. Et ce, sur toute la ligne. Les frais de voyage à la Mecque cette année reviennent relativement bas aux candidats du Hajj. Relativement bas parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement de son Excellence président Patrice Talon. L'État a subventionné, sinon beaucoup de candidats auraient renoncé au voyage. D'abord, le gouvernement a exonéré la TVA liée à toutes les dépenses faites au Bénin par les sociétés agréées. À cela s'ajoute le préfinancement intégral par l'État béninois des frais de logement des pèlerins béninois en Arabie Saoudite. Parlant de ces frais de location de chambre, le gouvernement Talon ne s'est pas seulement contenté de les préfinancer, il a négocié avec les autorités saoudiennes et a pris des chambres plus proches des lieux saints. Cette déclaration des jeunes de la Fondation Malé Rossou tient lieu de sensibilisation des fidèles de cette mosquée et pour tous les musulmans béninois. La démarche réjouit les aînés qui saluent l'intérêt que portent les plus jeunes à des sujets importants de l'actualité, comme l'organisation du pèlerinage à la Mecque. La Fondation Malé Rossou, composée des imams alpha et de non-musulmans, ont l'habitude de faire les points de presse sur les réalisations que le gouvernement a faites. Mais cette fois-ci, les jeunes ont décidé de nous faire quelque chose. C'est une grosse surprise et que je les remercie. J'avais l'habitude d'être logé à 12 km, 10 km de la Mecque. Cette fois-ci, le chef de l'État a dit non. Au plus 1 kilomètre de la Mecque, du lieu sacré. À Médine, pareil. Nous n'avons jamais vu ça. La communauté musulmane du Bénin est exhortée par les jeunes de la Fondation à une cohésion et au respect de ces directives édictées par le gouvernement pour une réussite totale du Hajj de cette année. Le ministre des Infrastructures et du Transport a effectué une descente sur les chantiers du projet d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou. Visite effectuée avec les cadres de son département ministériel pour constater l'évolution des travaux et surtout la qualité de l'ouvrage en construction. On va retrouver Ali Moumouni et Moufid Sagboran qui eux aussi ont suivi la délégation. La descente du ministre des Infrastructures et des Transports sur le chantier des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou n'est pas qu'une simple formalité. Avec une délégation composée de cadres de son département, il a parcouru tous les 2,3 km de long de cette route. Il s'agit d'une visite pour s'imprégner de l'évolution des travaux et surtout la qualité des ouvrages. C'est une corniche qui comprend 4 sections. La première
par j'allais dire, ce que nous allons aménager comme carrefour au niveau de Saint-Charbel. Et les autres suivent. L'aménagement, vous le voyez bien, nous avons la chaussée, nous avons une piste cyclable, nous avons des zones de plaisance et des aménagements, disons, paysagers qui permettent d'agrémenter cette corniche. Je vous ai souvent dit que désormais, nous associons l'aspect paysager à nos projets, ce qui fait de nos routes des routes agréables et confortables. À l'heure actuelle, l'évolution des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou est estimée à 55%. Mais selon le ministre Hervé Herromain, le chantier et les différents travaux connexes seront complètement achevés d'ici le 3e trimestre de 2023. La corniche en elle-même, je crois qu'avec le premier trimestre de l'année prochaine, on verrait clair sur la corniche, mais il y a les autres aménagements et certains travaux confortatifs et complémentaires qui vont s'ajouter pour faire de cet ouvrage un bel ouvrage digne de la rupture. Le ministre des Infrastructures et des Transports et sa délégation se sont également rendus à l'échangeur de Godomè. Ici, il est venu avec des techniciens pour constater l'état du contournement qui dessert les motocyclistes. Nous avons prévu reconstruire en 2x2 voies depuis ce qui va être l'échangeur de Verdocor, en passant par l'échangeur de Godomè jusqu'à Boyikon et même jusqu'à Dassa en 2x2 voies. Donc ce projet est prévu au PAG, mais nous avons aujourd'hui un constat de dégradation à plusieurs endroits de cet ouvrage. Et nous avons retenu une intervention d'urgence. Nous voulons intervenir d'urgence sur cet échangeur pour réparer les dégradations afin de soulager les peines des usagers de la route. L'intervention pour le réaménagement du contournement de l'échangeur de Godomè est annoncée pour les prochaines semaines. Eh bien, Hervé Herromain sur le terrain pour des constats. Eh bien, on se rend maintenant là où l'esprit meut la matière pour retenir cette phrase. Il y en a encore à dire et à redire sur la gouvernance financière dans les collectivités territoriales au Bénin. Et c'est ainsi que se résument les fruits des recherches de Félix Mpocha, qui a soutenu sa thèse de doctorat ce week-end à l'université d'Abomey-Calavi. C'était au Centre d'études et de recherche sur l'administration et sur les finances. Compte rendu. Cette touche dont il est paré parachève 7 bonnes années de recherche. Désormais docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi, Félix Mpocha y est parvenu grâce à ses réflexions méthodiques sur la gouvernance financière dans les collectivités territoriales locales au Bénin. À l'arrivée, le tableau peint n'est pas reluisant. Il faut retenir que la gouvernance financière appelle vraiment beaucoup de sacrifices si l'on veut aller au développement. Et au nombre de ceux-ci, c'est déjà la manière de gérer les affaires publiques locales, la manière dont les acteurs sont, eux, impliqués dans le processus de mise en œuvre des politiques locales et également l'obligation de rendre compte de la gestion qui est faite au niveau des collectivités locales. Le point central de la réforme, c'est notamment la gestion budgétaire qui est aujourd'hui confiée à un cadre technique plutôt qu'à un politique. Et la préoccupation que l'on posait à ce niveau, est-ce qu'au plan doctrinal, ça ne soulève pas un certain nombre de préoccupations dans la mesure où la libre administration des collectivités locales s'entend être faite par des autorités élues. L'impétrant a dû convaincre des jurés de taille pour arracher ce grade de docteur. Le jury international est présidé par Éloi Diarra, professeur émérite de droit à l'université de Rouen en France. L'encadreur de ces travaux note aussi un intérêt scientifique à la plus-value qu'apporte le thème abordé. Il a parlé de l'autonomie financière des collectivités territoriales et il a mis un accent formidable sur l'équilibre réel des budgets locaux. L'équilibre réel est une prescription légale pour les budgets des collectivités locales, mais cet équilibre réel n'arrive pas à être respecté au sens strict du terme, sinon de manière très très fictive, et il convient de donner un sens concret et effectif à la notion d'équilibre réel. Et ce que M. Mpocha a eu
aborder, à discuter. Félix Mpocha est administrateur des collectivités décentralisées de profession et ancien secrétaire général de la mairie de Glazoué. Ce grade ne lui fait donc que gravir de nouveaux échelons significatifs dans sa carrière. Eh bien, c'est l'actualité de ce lundi. 1746 candidats qui plongent pour le brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Le ministre des Enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle lui a adressé un message à quelques heures de cette date fatidique du 13 juin. Il a exhorté parents, surveillants et apprenants candidats à de bonne conduite. Yves Kouaro Chabi au micro de Melvin Aranzo, Estelle Kakba et Rachidi Soubero. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le lundi 13 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 119 746 inscrits, dont 57 708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20%, et 62 038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145 959 l'année dernière, d'où une baisse de 26 213 candidats, qui traduit un taux de régression de 17,96%. Il résulte, pour le compte du BEPC session de cette année 2022, que les candidats composeront dans 211 centres contre 234 centres en 2021, soit une réduction de 23 centres de composition. Je tiens à rassurer que cette baisse du pourcentage des inscrits n'a absolument aucun lien de causalité avec une quelconque déperdition scolaire. Cette baisse se justifie par un faisceau de facteurs dont il convient de souligner le plus significatif. Je remercie les enseignants pour leur sacrifice consenti aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen. Quant aux parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à assurer qu'ils respectent le temps du sommeil et surtout assurez-vous qu'ils sont effectivement en possession de la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile, la carte d'identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veuillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard, 1 heure avant le démarrage des épreuves. Aux chefs de centre, surveillants de salle et autres personnes impliquées dans l'organisation des examens, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucune tentative de fraude ou de tricherie organisée lors du déroulement de l'examen. En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par mon cabinet pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui tenteraient de s'adonner à cette basse besogne. Allez, très bonne concentration à tous les candidats. Christian, à demain. Merci à vous. La suite de la matinale dans un instant avec les sports et nous recevrons Hakimi Ousseli qui nous fera un point de l'actualité sportive ramenée du week-end et juste après le forum de discussion avec deux invités en plateau, Loge Francis Attadé, communicant politique, expert en gouvernance et Emel Guérin, expert en communication et gestion de crise en plateau.
plateau les analystes de la rédaction. On parlera de l'actualité nationale avec Patrice Talon qui s'est ouvert aux personnalités politiques la semaine dernière, précisément mercredi. Il a échangé avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et les personnalités membres du corps diplomatique accrédités au Bénin, notamment de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de sujets d'actualité abordés, notamment les sujets qui touchent la politique et les législatives à venir. On reviendra sur tout ceci au forum de discussion. Voici les sports. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous avez envie de faire connaître vos produits ou services? Vous voulez avoir plus d'opportunités pour faire accroître vos revenus? Vous voulez renforcer votre présence dans l'écosystème béninois? Rejoignez-nous du 16 au 18 juin 2022 à la place Tabira de Parakou pour participer au salon agricole et financier AgriFinance 2022. Oui, le salon AgriFinance revient en force cette année avec AgriBiz Booster en partenariat avec SNV Bénin, Plan International Bénin, Tidras ONG et ATDA 4. Au programme des expositions, des rencontres B2B, des débats autour des thèmes relatifs au financement, des masterclass sur la communication digitale et les principes de bonne gestion financière. Entrée libre et gratuite. Infoline 97 60 33 30 ou le 53 22 08 53. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque les nouveaux nés. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. 41 minutes après 7 heures, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin. Eh bien, l'actualité sportive, c'est avec vous. Hakimi Oussili, bonjour. Christian Dandéjan, bonjour. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Allez, ce matin, on restera, on parlera justement du football. Et ce matin, vous nous emmenez, Hakimi, à Parakou pour l'épilogue du championnat de football féminin. C'est exact. C'était bien le samedi dernier que la ville de Parakou a accueilli l'épilogue du championnat féminin de football, aussi bien au niveau donc de la D1 que de la D2. Les deux finales se sont disputées dans l'enceinte du stade municipal de la ville de Parakou. C'était en présence des membres, je dirais tout au complet, du comité exécutif de la Fédération béninoise de football amené par son président Mathurin Deschacus et bien évidemment les membres de la commission de football féminin amené par la présidente, l'honorable Chantal Ayi, avec à ses côtés le vice-président Rabiou Amadou Djibril. Deux finales disputées donc à Parakou samedi dernier. D'abord, la première, Christian, c'est bien Ainovi de Porto-Novo qui jouait contre Espoir de Cotonou. Deux formations qui se connaissent très bien, puisqu'en face, eh bien, Espoir avait donc son titre à défendre, pendant que eh bien, Ainovi avait donc à confirmer, je dirais, la pleine forme de la saison sportive 2021-2022 de cette formation. Les deux clubs ont donc disputé leur rencontre devant autorité, parterre d'invités bien évidemment. Le public qui a fait massivement le déplacement pour supporter donc ces deux clubs. Chacun avait donc sa star en griffe à supporter à l'occasion de cette finale. À l'arrivée, Christian, comme vous pouvez le constater bien, c'est Espoir de Cotonou qui succède, je dirais, à son propre palmarès en ce qui concerne cette compétition, puisque
Espoir a dominé Ainovi par le score de 3-0. Ainovi, une formation dans laquelle vous compterez, Christian, eh bien, la pépite de la sélection U20, je vais parler donc de Yasmine Djibril, mais à l'arrivée, retenez que la formation d'Espoir réédite l'exploit de la saison sportive 2020-2021, c'était donc l'année dernière. Cette année encore, eh bien, Espoir a été sacrée vainqueur championne de la saison sportive 2021-2022 du championnat féminin de football au niveau donc de la D1. Tout est bien qui finit bien, c'est donc Espoir avec bien évidemment Quentin Didavi qui ont donc le sourire aux lèvres puisque la saison a été bien intéressante, y aboutit pour cette formation. Ainovi va donc se préparer pour la quête de ce sacre la saison sportive prochaine, mais pour le moment on retiendra qu'Ainovi donc a terminé vice-championne de la saison sportive 2021-2022. Il n'y avait pas que la rencontre et la finale de la D1, il y avait également la finale de la D2 et les deux clubs qui se sont affrontés, c'était entre autres à Sabah et puis Cephos. Les deux formations se sont neutralisées sur le score nul de 2 buts partout. Il a fallu la fatidique épreuve des tirs au but pour départager les deux adversaires du jour. À l'arrivée, c'est Cephos qui a été sacré vainqueur au niveau donc de la D2, Cephos, et puis à Sabah, on fait match de 2 buts partout. Tir au but, 3 pour Cephos, 2 pour Sabah. Ainsi donc résumé l'actualité du football féminin en ce qui concerne la saison sportive 2021-2022. Chapeau à la commission de football féminin avec sa présidente Chantal Ayi et son vice-président Rabiou Amadou Djibril. Voilà en gros, Christian, ce qu'on retient de cette actualité relative au football féminin. Comme vous dites, eh bien que ça se passe déjà de manière intéressante puisque le public fait massivement de déplacements pour suivre les rencontres en ce qui concerne le football féminin. Voilà, et c'est justement la fin de ce championnat féminin. Également, on parle de la fin de la Super League Pro et c'est Coton FC de Ouida qui est sacré champion du Bénin pour cette saison sportive 2021-2022. C'est exact. Les cotonculteurs, les protégés du président Lionel Talon, avec bien évidemment le management bien assuré et éclairé de son directeur général Joël Debalier, bien, Coton a joué sa rencontre. La dernière, c'était hier, du moins l'avant-dernière, puisqu'il est encore une journée pour le compte donc de cette Super League Pro. Mais la 23e, c'était donc hier, dimanche. 8 rencontres ont été disputées. Vous le faites constater, Christian. Il y a eu donc des surprises, il y a eu des victoires, il y a eu des confirmations. Adjidja enregistre sa deuxième victoire pour le compte de la Super League professionnelle. Adjidja a battu l'Union sportive Cavalier de Niki par le score étriqué d'un but à 0. Jeffa a été dominé à domicile par l'Autopopo. C'est le champion en titre. La rencontre s'est soldée par le score d'un but à 0. Ayema a pour le dessus sur Dynamo d'Abomey. Là, on constate que Dynamo d'Abomey, en termes donc de fin de saison, ça ne fait pas intéressant les résultats pour la formation de la cité historique d'Abomey. Dynamo d'Abomey a été battu par Ayema, 3-2. Il y a eu du 2-2, c'était hier au stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou. Et où AS Cotonou jouait contre les vice-champions en titre Buffle FC de Parakou. Les deux formations se sont séparées sur le score nul de 2 buts partout. Dadje a battu la jeunesse sportive de Pobé 3-0. Asvo domine Espoir, Football Club Espoir, qui était dans une dynamique de concrétiser et de faire une belle performance et prétend donc au titre de vice-champion. Ce n'est pas encore terminé puisque Espoir à 43 points. On en parlera tout à l'heure en termes donc je dirais d'impact en ce qui concerne les rencontres disputées ce dimanche. Panthère de Djougou bat Eternel Omnisport 2-0 et comme je le faisais constater Christian Coton FC après le dessus sur Béké de Bembereke 2-1. Il y avait déjà le but d'ouverture, le premier marqué par Béké de Bembereke. Je crois qu'on aura la chance d'avoir les images de ce but qui a été marqué par un ex-international, un ex-écureuil. Je veux parler donc de Foussine Lazardi. Christian, vous voyez avec moi. Ailleurs, la vidéo va tourner plusieurs fois. Vous constatez que c'était un but d'anthologie. Visiblement, l'un des meilleurs buts de la saison sportive en ce qui concerne cette Super League professionnelle et l'auteur Christian, c'est Foussini Lazardi. Vous le voyez donc depuis le mouvement central jusque dans les poteaux, le gardien du but. Là, franchement, quoi. Il n'a rien vu venir. Et donc, c'était l'ouverture du score pour Béké de Bembereke, but de Foussini Lazardi. Mais dans la foulée, Coton reste Coton. Coton va égaliser et enfin s'imposer par le score de 2-1 et composter ainsi son biais qualificatif
qualificatifs pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions, puisqu'à l'arrivée, Christian, tenez-vous tranquille, c'est bien Coton qui est sacré champion saison sportive 2021-2022 avant la dernière journée et où, eh bien, Coton jouera contre Espoir de Savalon. On en parlera dans un instant. Le temps pour moi de jeter un coup d'œil sur le classement de cette 23e journée. Coton, vous le constatez, leader et donc champion avec 49 points. Plus rien ne pourra impacter ce résultat et ce classement donc pour le compte de la saison sportive 2021-2022. Deuxième, 44 points, c'est bien les Buffles FC de Parakou. 44 aussi pour les champions en titre Lotto Popo Lotto FC. Eh bien, la dernière journée s'annonce très ouverte, non seulement pour les Buffles, mais aussi pour Lotto, aussi pour Asvo et enfin pour Espoir de Savalou, puisque vous le constatez, 43 points à mettre à l'actif de Asvo, 43 pour Espoir de Savalou. Et puis, juste après, on retrouve à la 6e position Dynamo d'Abomey, les chances complètement grillées pour le club de la cité historique d'Abomey, 39 points, 33 pour Escotonou, 33 pour Ayema Football Club. Et à partir de la 9e place, vous constaterez que nous avons entre autres Dadi FC, 32 points, 9e, 30 points pour les Panthé FC de Djougou, 10e, 11e Djefa FC, 27 points, 21 points pour Beke du Bimbeleke, 21 pour la jeunesse sportive de Pobet, 18 pour l'Union sportive Cavalier de Niki, 17 pour Éternel Omnisport et puis 12 points pour Adidja, bon dernier pour le compte de la Super League Pro. La dernière journée, disais-je, s'annonce très ouverte puisque les Buffles recevront à Parakou pour une victoire la jeunesse sportive de Pobet. Pendant ce temps, les champions en titre, les champions de la saison sportive 2021-2022, je vais parler donc de Coton FC, les champions seront en déplacement du côté et de Savalo puis affronter Espoir de la localité Christian. Vous le constatez, la formation de Bawa Salim, la formation du président Lionel Talon, je parlais de Joël Debali qui fait un travail formidable dans l'ombre. Eh bien, cette formation Christian est sacrée championne de la saison sportive 2021-2022, représentera le Bénin pour le compte des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Le second représentant de compétition africaine sera connu à l'issue des dernières rencontres qui vont se disputer du mercredi. Et puis, on retiendra que ces rencontres compteront pour la dernière de la saison sportive 2021-2022. C'est super. Football, magnifique. Toujours, cette fois-ci. On parle de la Ligue Pro Suite, parce que là également, il y a des résultats, il y a également des places à enlever. Et ici, on va faire constater que dans la zone A et B, AS Tonnerre a joué Real Sport, les deux clubs ont fait match nul, 0 but partout. Pendant ce temps, Soleil FC sauve Inès Rémy sa saison en battant Rodio à Comé 3-2. Il y a eu le 1-0 entre Dynamique FC et puis Damissa, c'était du côté de Niki. Dynamique également, sauf sa saison sportive. Et Estakouné a battu à Parakou Dynamo de Parakou par le score de 3-1. Et c'est bien Estakouné qui est sacré champion de la zone A et B pour le compte de cette Ligue Pro Suite. US Babouni. Et puis Énergie, on fait match nul 0 but partout. Résultat pas intéressant pour la formation de Fawaz et Babouni. Et puis dans la zone CID, retenez qu'UPNM a joué à Sos 2-1. La rencontre n'est pas allée à terme. Eh bien, la commission va statuer sur les implications et l'issue de cette rencontre entre UPNM et puis Assos de Porto Novo. L'association sportive du port autonome de Cotonou et puis les Requins ont fait jeu égal 2 buts partout. Aspac termine donc champion de la zone CID et jouera donc une rencontre d'appoint. Ce sera le 15 juin prochain du côté d'Aplahoué. L'adversaire en face, AS Takouné de Kandi. Sobemab Sport a été battu par S-Police qui également sauve sa saison sportive. Rencontre soldée par le score de 3-0 en faveur des policiers républicains. Dragon FC et Jiaketou 1-0 et puis enfin retenez qu'Avranco Omnisport a été dominé par Sitatonga 2-1. En gros, la saison terminée pour la Ligue Pro Suite, mais une rencontre en appoint prévue pour le 15 juin prochain. Ce sera donc du côté d'Aplahoué. AS Takouné jouera contre l'association sportive du port autonome de Cotonou. J'en aurais fini définitivement ce matin, Christian, lorsqu'on dira un mot sur le tournoi UFOA zone B qualificatif de la CAN U17. Les écureuils U17 sont représentés du côté donc du Ghana et où eh bien il faut passer par la phase de poule et enfin composter un billet qualificatif pour la phase finale de cette catégorie d'âge de football. Retenez qu'hier les écureuils U17 ont joué contre les Éléphantos, U17 de la Côte d'Ivoire bien évidemment. Le Bénin était mené par le score d'1-0, mais dans la foulée, il y a eu l'égalisation du capitaine Yamirou Ouourou, le jeune qui nous vient donc du centre de l'Union sportive de Sémékraké, de Maglaroké.
C'était à la 49e minute. Le second but, le doublé est intervenu un peu avant, non, plutôt l'égalisation à la 47e minute. Et puis le doublé à la reprise à la 49e minute. Ensuite, il y a une autogol. C'était le 2 buts partout. Mais retenez-vous, et retenez que Faridou Harouna va marquer le but de la victoire pour les écureuils U17. Et le capitaine Yamirou Oro sera désigné homme du match. Les hommes du coach ou du sélectionneur Ronfa Hubin enregistre donc leur toute première victoire dans ce tournoi. Il faut à zone B qualificative pour la CAN U17. Le prochain adversaire pour le Bénin, Christian, c'est bien le Burkina Faso. Ce sera le mercredi prochain. Les écureuils U17 qui ont à cœur de réaliser l'exploit qui a été effectif à l'occasion donc du tournoi UFOA-B et UFOA zone B en ce qui concerne les U20. C'est donc une très bonne entame de compétition pour les écureuils U17. Il faut leur souhaiter une bonne continuation, une bonne chance pour le compte donc de la seconde journée et où le Bénin jouera contre le Burkina Faso. Christian Dandédian. C'était l'espoir. C'était l'espoir. Ce lundi matin. Que les deux finalistes vont se qualifier pour la CAN U17 qui se jouera en Algérie. Exactement, Christian Dandédian. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Vous restez en place, Hakim Ousseli, le débat politique à partir de cet instant. Vous avez envie de faire connaître vos produits ou services? Vous voulez avoir plus d'opportunités pour faire accroître vos revenus? Vous voulez renforcer votre présence dans l'écosystème béninois? Rejoignez-nous du 16 au 18 juin 2022 à la place Tabira de Parakou pour participer au salon agricole et financier AgriFinance 2022. Oui, le salon AgriFinance revient en force cette année avec AgriBiz Booster en partenariat avec SNV Bénin, Plan International Bénin, Tedras ONG et ATDA 4. Au programme des expositions, des rencontres B2B, des débats autour des thèmes relatifs au financement, des masterclass sur la communication digitale et les principes de bonne gestion financière. Entrée libre et gratuite. Infoline 97 60 33 30 ou le 53 22 08 53. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque le volet. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Et voilà, nous sommes lundi. Et lundi, on parle politique. Bonjour, Herman Aniamboussou. Bonjour, Christian Dalizian. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Bonjour à vous, Louis Francis Attali. Bonjour, Christian. Merci de répondre présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes un communicant politique et un expert en gouvernance. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Il va nous rejoindre en plateau puisqu'il est en route en ce moment. Il s'agit de Emel Guérin. Lui, il est expert en communication et gestion de crise. Hakimi Ousseni, merci de rester en place. Alors, comme je le disais, on va parler politique et on va repartir dans le temps. C'était mercredi dernier où le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs délégations et une haute personnalité de la République. Il s'agit d'entrée de jeu de plusieurs ambassadeurs de l'Union européenne accrédités au Bénin, des échanges élargis à l'ambassadeur des États-Unis au Bénin. Ensuite, il y a eu les anciens présidents de l'Assemblée nationale élargis à l'actuel président Louis Vlavonou. Et puis ensuite, les échanges avec l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Une actualité que nous suivons ou que nous avons suivie de très près, sauf qu'à l'arrivée, c'est passé sous silence, je dirais, les sujets abordé Herman Aniamboussou, si ce n'est que ces quelques mots que nous avons eus du porte-parole du gouvernement. Il s'agit de Wilfried Lianongbedi qui dit que le chef de l'État a eu l'initiative de rencontrer ces personnalités pour parler du pays et des sujets de préoccupation. Et ça s'arrête là. Oui, déjà à la fin de l'audience, l'expression consacrée, rien à filtrer de ce qui a été dit pour quelqu'un qui est habitué aux audiences présidentielles. C'est une formule qu'on utilise pour vous dire que même ce qu'on a entendu hors audience, on ne vous le dira pas. Et c'est vrai, le porte-parole du gouvernement dit que ils ont parlé des sujets qui concernent le pays naturellement. C'est vrai que vous avez dû constater avec moi que le peuple béninois a déjà salué cet effort de rapprochement entre Patrice Talon et Nicéphore Soglo. Pour qui connaît un peu, c'est tout ce qu'il y a eu par le passé, inutile de rappeler ça. Mais ici, la nouveauté, c'est qu'il rencontre les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ajouté à celui qui est là actuellement, Vlavonou, pour sans doute parler des questions qui touchent au pays. Toujours est-il qu'on n'en saura pas plus sur ce qui a été dit au cours de cette rencontre. Mais le seul fait déjà qu'il y ait ce rapprochement, qu'il y ait ces moments de discussion, pour moi, c'est que ça augure d'un avenir meilleur au plan politique. Oui, on parle politique, justement. Hakimi Ousseni, devrait-on faire des projections sur le plan politique si on se réfère à ce qui a été dit? Oui, ceux qui ont été rencontrés ne sont pas des personnalités les moindres. On a parlé des anciens présidents d'une institution parlementaire, l'Assemblée nationale, et tout le monde sait que l'Assemblée nationale se trouve être, comme on aime souvent le dire, le haut lieu de la politique. Et ce qu'on sait également, c'est que plusieurs courants politiques se sont succédés au niveau de l'institution parlementaire. Il y a des élaborations et des productions législatives. Il y en a encore en ce qui concerne la législature en cours. Peut-être pour ça, on a noté la présence ou la rencontre élargie donc, au président actuel de l'Assemblée nationale. Donc, si on reste juste dans ce carcan, on dira que c'est pour revisiter, je dirais, le fonctionnement de l'institution parlementaire. Son impact sur l'actualité politique nationale au regard des législatures qui sont succédées. Parce qu'on le veut ou pas, nous tendons vers une législature de transition qui nous conduira vers les élections générales de 2026. Et donc, du coup, quand on va conjecturer, c'est qu'on se dit que le chef de l'État a voulu échanger avec ses présidents d'institutions, ses anciens présidents et celui actuel, pour certainement se pencher sur l'avenir de l'institution parlementaire tout en tenant compte de notre actualité en ce moment. On n'en dira pas peut-être plus parce que il y a des choses qui n'ont pas été entendues, il y a des choses qui ne seront jamais sues. Mais ce qui est sûr, c'est que la bonne santé de notre démocratie devrait préoccuper les anciens présidents d'institutions et Patrice Talon dans cette dynamique
a voulu certainement entendre pour voir est-ce que quand ça fonctionne comme ça, quel est l'impact et tout ce qui est autour. Parce que n'oublions pas, je dirais, l'anathème qui est jeté sur la législature actuelle en ce qui concerne la présence à l'Assemblée nationale de 2 courants qui soutiennent les actions du chef de l'État. Référence faite aux récriminations permanentes des autres courants politiques de notre pays. Donc, c'est sous ce prisme qu'on peut tenter de voir la rencontre que le chef de l'État a eue avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a été rencontré. Ce n'est même pas la première fois que le président Patrice Talon s'adonne à cet exercice. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, on ne le présente plus. Oui. Et on sait un peu ses prises de position. On sait comment est-ce qu'il n'y va pas du dos de la cuillère. Est-ce que des 2 hommes ont discuté aussi de notre actualité? Si on dit oui, c'est qu'on dira que, est-ce qu'il ne fallait pas encore, je dirais, rencontrer à nouveau Boni Yayi? N'oublions pas que ça a été déjà fait, que Patrice a rencontré Boni Yayi. Est-ce que c'est tenant compte d'un certain nombre de choses qui ont été dites, content peut-être de faire un bilan pour voir qu'est-ce qu'il faut encore réajuster, parce que nous traversons quand même une période intéressante, Christian, en ce qui concerne, je dirais, l'animation de l'actualité politique. Bientôt, on est dans le mois de juillet, on sera à 5-6 mois donc, des législatives prochaines, et donc certainement que l'objectif fondamental de cette rencontre, c'est d'écouter plusieurs courants de gestion politique pour voir quelle va être la bonne conduite à tenir, parce que les différentes initiatives concourent à ce que nous avons entendu ces derniers temps, élections inclusives et tout ce qu'il y a autour. Et puis on ne va pas oublier aussi que le médiateur de la République a eu, je dirais, Christian, une rencontre avec plusieurs courants politiques, histoire d'entendre et de voir s'il y a des choses à remettre à l'endroit, comment ça se fait. Et puisque nous sommes déjà en juin, et que le fonctionnement de la sous-région fait état de ce que pour toucher les fondamentaux qui régulent les élections, il faut le faire soit de façon consensuelle ou sur mois avant la tenue des échéances prochaines. Donc du coup, s'il faut aller au consensus, c'est qu'il faut entendre certains courants politiques et voir dans quelle mesure il faut véritablement avancer. Donc du coup, on va conjecturer, mais en gros, on retiendra que c'est peut-être pour la bonne santé de notre démocratie, de la bonne santé de l'actualité, que le chef de l'État a fait l'option de rencontrer ces différentes personnalités de notre pays. C'est compte non tenu des ambassadeurs, bien évidemment. Justement, voilà. Oui, en parlant justement des ambassadeurs, il faut rappeler que les échanges ont tourné également autour des propositions sur les différentes réformes engagées par le gouvernement, et par la suite, les sujets d'actualité politique seront également abordés. Quelle interprétation faites-vous, le Francis, à Tadé, de ce que nous avons vécu mercredi dernier? Il faut d'abord saluer l'initiative du chef de l'État. Cette initiative est louable parce que pour une bonne démocratie, il faut bien qu'il y ait des échanges fructueux de ce genre. Et ces contacts dénotent d'une vitalité de la démocratie béninoise. Et nous devons travailler à ce que le chef de l'État ait des échanges fréquents, périodiques, avec de fortes personnalités, notamment les PTF. Vous savez que les ambassades, en fait, facilitent son interface pour que les partenaires s'assurent qu'il y a une bonne gouvernance pour pouvoir mettre à disposition les fonds qu'il faut afin que les projets soient réalisés, d'une part. D'autre part, les acteurs politiques qui sont à l'intérieur, et notamment les anciens présidents d'institutions, qui ont acquis l'expérience, qui ont capitalisé l'expérience, peuvent vous donner leur point de vue sur la conduite des réformes qui sont en cours. Je trouve que le contact que le chef de l'État a eu, les échanges qu'il a eus avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale, et élargi au président de l'Assemblée en exercice, je trouve, en fait, ces échanges trouvent leur fondement dans le fait que le chef de l'État veut une bonne consultation pour des actions futures élégantes qui éviteraient les crises que nous avions connues par le passé. Le souci, c'est faire en sorte que notre démocratie, évidemment, prenne un nouvel envol, en dépit des récriminations qui ont été formulées, je crois, à l'issue de la dernière consultation électorale. Et vous savez que même... Les différentes consultations électorales depuis 2019. 2019, 2020 et puis 2021. Oui. Donc aujourd'hui, il faut voir, il faut faire le bilan avec les différents partenaires, les différents acteurs, les différentes personnalités pour faire de bons pas afin que le Bénin amorce le développement tant souhaité. Enfin, il faut avouer que le contact avec le président, l'ancien président, Nicéphore Soglo, ancien maire de Cotonou, mais aussi vice-président du Forum des chefs d'État d'Afrique. C'est un contact. Il y a des échanges informels qui se tiennent entre le président Talon et le président Soglo. Maintenant, s'ils ont voulu formaliser ça, c'est pour que le peuple sache
qu'il y a quand même des contacts qui se tiennent pour la bonne marche de la démocratie béninoise. Et tout ça, c'est salutaire. Et il faut avouer que nous sommes à quelques mois des échéances prochaines. En fait, janvier 2023. Et ces échéances sont capitales parce que c'est un tournant décisif pour la démocratie béninoise, puisque ça permettra d'avoir un Parlement qui, en 3 ans, nous permettrait d'aller aux élections générales en 2026. Dans ces conditions, comment faire pour que les actes que nous posons ne soient pas des actes chrysogènes, pour que la démocratie soit à l'abri, évidemment, des tourments. Et c'est ça qui justifie les nombreux contacts que le chef d'État a eus avec l'Union européenne, les représentants des États-Unis, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, l'ancien président Nicéphore Soglo, et c'est une démarche évidente qu'il faut saluer. Ceci vise évidemment à faire le point des réformes qui sont engagées, qui ont été actées par le vote des lois. Et c'est ça que nous devons ensemble apprécier. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin est dans la bonne marche? Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que les crises que nous avions eues en 2021 et qui ont induit des arrestations, parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont encore gardés. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai qu'il y a des accusations qui ont été constatées, qui ont été faites, puisqu'il y a une cour qui s'est prononcée. Parce qu'on a trouvé que certaines personnes étaient au cœur d'une vaste conspiration qui devait entraver la démocratie béninoise. Et dans ces conditions, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à pardonner pour nous serrer la main afin de remettre la démocratie sur le droit chemin? C'est ça la grosse question que nous sommes en train de résoudre. Et à cela, il faut féliciter le chef de l'État pour ces contacts. Je crois que j'ai nouvel espoir que ces contacts nous permettraient de donner un sang neuf à la démocratie. Vous savez que vous allez pouvoir avoir un véhicule neuf. Au bout d'un certain nombre de kilométrages, il faut faire la vidange. Nous sommes en train de faire la vidange. J'espère bien que le Bénin va étonner et étonnera encore le monde. Alors justement, on est en train de parler de ce silence autour des véritables sujets qui sont abordés au cours de cette rencontre entre le chef de l'État et les présidents de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faudra s'inquiéter et continuer de s'interroger, Hakimi Ousseni, sur les véritables sujets qui sont abordés? Si un silence autour, est-ce que c'est pas suspect ça? Non, il y a des choses qui peuvent se dire dont on n'a pas besoin d'informer l'opinion dans son entièreté. On laisse l'opinion constater et que peut-être que la rencontre que le chef d'État a eue avec les anciens présidents dont vous parlez a d'impact. Très tôt, c'est une stratégie de communication. On ne communique pas sur tout. Et surtout, lorsqu'il s'agit quand même de cette personnalité dont vous parlez, et certainement aussi au regard des sujets qui ont été abordés. Je suppose que lorsque je prends les élaborations de M. Attadé, quand il aurait agi de parler, par exemple, des détenus en ce moment, n'espérez pas que, eh bien, dans le compte rendu qu'il soit fait, qu'on vous dise que, eh bien, entre autres sujets abordés avec les anciens présidents d'institutions, eh bien, on a parlé, par exemple, de l'arrestation de Joël Aïvo ou de l'arrestation de Rick Amadougou. Ça peut avoir été un sujet abordé, mais on n'a pas besoin de venir vous dire, vous et moi, que le sujet a été abordé. On fera peut-être constater, eh bien, si le sujet a été abordé, quelle a été peut-être la stratégie qui a été proposée, qu'est-ce qu'on a dit autour, ça sera constaté dans les faits. Et je pense qu'ils ont fait l'option de nous faire constater dans les faits, je dirais, l'impact de la rencontre que le chef d'État a eue avec les anciens présidents d'institutions, parce que parfois, eh bien, il y a des communications qui tuent l'actualité, qui tuent les initiatives. Oui. Et donc, j'estime peut-être que c'est dans cette dynamique que s'est inscrit la direction de communication du chef de l'État. Et donc, du coup, on ne fait pas l'option de trop, je dirais, informer sur ce qui a été dit. Mais ce qui est intéressant, Christian, c'est que autant que nous sommes, nous savons qu'il y a quand même des actualités, il y a des faits que nous traversons. Et on sait que nous tendons vers les législatives de 2023. Et on sait que, eh bien, s'il y a eu des arrestations, c'était dans le courant quand même du électorat. Donc, ça se tient, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que, eh bien, en janvier prochain, je ne dirais pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais qu'on n'ait pas, je dirais, à revisiter les anciens démons qui ont été à la base de certaines situations chrysogènes à l'occasion des élections. Donc, moi, je veux juste constater que la rencontre et les sujets abordés ont les impacts
seront perceptibles instamment. Ça va se ressentir certainement à travers, je dirais quoi, la retouche peut-être des récriminations qui sont faites sur les lois qui régulent les élections, c'est-à-dire le code électoral. On en a suffisamment parlé ici la semaine dernière. Et peut-être aussi sur le comportement de certains acteurs politiques, sur le comportement de certaines populations. C'est bien des choses que moi je veux voir véritablement changer parce que, comme j'aime souvent bien à le dire, arrêter les rendez-vous électoraux doivent être les moments de fête. Et donc, il faut qu'on renoue avec ces moments de fête que d'avoir, je dirais, à être anxieux à la veille des échéances électorales pour peu que, eh bien, on pense que, eh bien, elles ne sont pas ouvertes pour certaines populations, pour certains courants politiques et tout ce qui est autour. Donc, en gros, l'initiative, comme l'a dit Attali, c'est une initiative intéressante. Moi, je veux voir l'impact de cette initiative. Quoique, on ne nous a pas dit de façon officielle les sujets qui ont été abordés à l'occasion de cette rencontre avec les anciens présidents d'institutions et bien évidemment l'ancien président Nicéphore Dieudonné-Soro. Justement, ils étaient pratiquement tous là, Herman Agnamboussou, les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Devrait-on voir les législatives de 2023 en vue autour des discussions qu'il y a eu, surtout les querelles autour des lois électorales, notamment le code électoral? Est-ce qu'il faut y voir une forme de consultation pour pouvoir retoucher le code électoral? Je pense que sans doute qu'ils ont parlé des questions, comme l'a dit Akimé, des questions qui ont pu créer les situations malencontreuses qu'on a vécues en 2019 et qui sont poursuivies jusqu'en 2021. Sans doute également que ici, quand on dit président d'institution, ancien président d'institution, le thème me dérange un peu parce qu'il s'agit seulement d'ancien président de l'Assemblée nationale. On aurait pu avoir un ancien président du CES, un ancien président de la Cour constitutionnelle, si je crois qu'il doit en avoir encore. Robert Doussou qui était là. On aurait pu avoir un ancien président d'une autre institution, de la RAC, de ci, de ça. Au passage, on va en parler. Voilà. Et donc, pour ma part, ça aurait été un peu plus accroché aux législatives de 2023 si Patrice Talon décidait par exemple de rencontrer et ancien président ou alors et le médiateur et les responsables de partis politiques qui sont actuellement là pour leur dire écoutez, nous voulons telles élections, nous voulons ci, nous voulons ça. Vous savez, je veux rapidement peut-être dire ce que je pense de cette rencontre-là. Et si, par exemple, il y avait par exemple un projet de créer, c'est pas, une sorte d'institution qui regroupe les anciens présidents, par exemple. Et peut-être que c'est de ça qu'ils ont parlé. Je me dis, il y a beaucoup de choses à la fois. Hein. On suppute un peu sur l'objet de cette rencontre-là. Mais toujours est-il que, oui, 2023 en vue. Mais je pense qu'on attend mieux. On attend d'autres rencontres qui vont nous donner vraiment les éléments pour savoir dire exactement que c'est pour 2023 qu'on est en train de travailler. Alors vous savez, la pression politique, la tension politique actuelle qui nous conduit vers les législatives de 2023 pousse les différents acteurs à trouver les voies et moyens afin qu'on ne revive pas ce que nous avons vécu ces dernières années, notamment à partir de 2019, voire l'ensemble des anciens présidents de l'Assemblée nationale élargi à l'actuel président. Est-ce que ça ne devait pas nous amener à nous poser la question de savoir si éventuellement il y avait des consignes qui seraient données et voir dans quelle mesure retoucher très rapidement les tests qui sont actuellement querellés? Je crois qu'en fait, le choix n'est pas anodin. Oui. D'une part. D'autre part, il y a que le médiateur de la République a reçu la plupart des formations politiques. Il y a certainement eu des observations qui ont été formulées, des suggestions qui ont été formulées. Et le médiateur, certainement, a fait acte, en a pris acte, et en a fait un rapport qu'il a transmis au chef de l'État. Et à l'issue de ce rapport, certainement que le chef de l'État a estimé qu'il faut maintenant échanger avec les anciens présidents de l'Assemblée et puis celui qui est là en exercice, parce qu'en fait, nous avions dit que l'Assemblée nationale, c'est en fait une institution de contre-pouvoir, mais c'est le haut lieu de la politique, en fait. Et c'est l'Assemblée qui secrète, qui génère les lois. Dans ces conditions, il est normal que le chef d'État échange avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale pour voir les formules idoines que nous pourrions adopter pour permettre à notre démocratie de ne pas être entravée par les actes des acteurs qui souhaitent avoir une élection libre, crédible, inclusive et transparente. Parce que j'ai suivi une tournée
des forces de l'opposition, en fait, je veux citer nommément les démocrates. L'honorable Achadé est en tournée de remobilisation, il a dit. Je ne sais pas s'il y avait une tournée de démobilisation. Une tournée de remobilisation, je lui concède le vocabulaire. Mais c'est que remobilisation, pourquoi en fait? Il n'y a que, lorsque nous avons des situations, l'opposition est une force de proposition. Parce que dans une démocratie normale, il y a une mouvance qui gère et il y a une opposition qui porte la contradiction et qui alimente en fait le pouvoir en place par les idées, par des propositions concrètes. Sur la cherté de la vie, par exemple, qu'est-ce que l'opposition a pu proposer? Sur les lois, en fait, qu'ils incriminent. Parce qu'il y a des tests, il y a des tests sur lesquels on ne s'entend pas. Il y a des dispositions du code qui sont quasiment querellées. Dans ces conditions, jusqu'à présent, qu'est-ce que l'opposition propose pour qu'on en débatte? Je ne sais pas si la proposition a été faite au niveau du médiateur, mais je trouve évidemment que si c'était fait, l'opposition aurait pu animer un plateau. Ils ont 1000 manières pour l'informer, parce que le peuple a besoin de savoir ce qui se passe. Une opposition doit communiquer pour montrer qu'elle est crédible, capable d'assurer une alternative. Or, il se fait qu'aujourd'hui, l'opposition, parfois, me semble être muette. Donc la démarche n'est pas très, très élégante. Il faut avouer qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, à l'issue des élections de 2021, le climat est un peu délétère. Et il faut aller à la décrispation, il faut dégeler, en fait. Il faut aller au dégel. Et le chef de l'État, certainement, à l'issue de ces échanges, est en train de réfléchir. Parce que c'est des propositions à un chef d'État. On ne peut pas tenir... Non, on peut pas l'imposer. Il lui appartient de réfléchir, certainement avec ses conseillers ou avec ses brain trusts, pour voir, bon, qu'est-ce que nous faisons enfin. Donc, c'est pourquoi il se donne le temps de l'action pour ne pas communiquer dans tous les sens. Donc, il a le pouvoir discrétionnaire de nous faire savoir sous peu les grandes conclusions des échanges qu'il a eus, afin que la marche du Bénin soit une marche prospère. L'idéal étant de faire du Bénin un pays prospère, un pays où les fils se tiennent la main, un pays où on travaille pour l'unité nationale, un pays où on renforce l'édifice démocratique. Nous devons faire en sorte que notre modèle démocratique soit un modèle célébré. C'est vrai qu'il faut avouer que depuis 1990, nous avions été positionnés en très bonne position. Il faut avouer. Le Bénin est un baromètre des grands changements intervenus sur le continent. Aujourd'hui, nous avions pris des réformes. Et ces réformes doivent nous aider à améliorer la qualité de la démocratie pour le bien-être des populations. Alors, c'est normal qu'il y ait des crises parce qu'il n'y a pas de réforme sans remous. Il n'y a nulle part où vous soyez malade et qu'on veuille vous guérir et que vous soyez tout heureux. Vous avez une plaie, vous voulez que la plaie se cicatrise, on vous passe une couche d'alcool et vous commencez à crier, mais après, quand ça commence à se cicatriser, mais c'est vous qui chantez la gloire de la thérapie. Donc, il y a des thérapies de choc. Mais c'est vraiment qu'il a manqué un peu de pédagogie. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut échanger. Mais les acteurs, en fait, de l'opposition auraient pu mieux s'organiser pour être une force de proposition afin que des échanges fructueux nous permettent de dégager des grandes conclusions qui permettront d'alimenter la démocratie béninoise. Justement, vous parlez des acteurs politiques de l'opposition et le chef de file de l'opposition qui se plaint du fait qu'il ne soit pas encore reçu par le chef de l'État. Est-ce que le moment n'est pas venu, cette fois-ci, de lui ouvrir les portes du palais de la présidence afin qu'il porte à la connaissance du chef de l'État les problèmes que rencontre l'opposition dans l'animation de la vie politique chez nous? Est-ce que vous ne constatez pas que je vous fais constater qu'il y a un bicéphalisme dans l'opposition? Une opposition à deux têtes. Une opposition dirigée par l'opposant, le chef de file de l'opposition reconnu, mais il y a une autre opposition formée par les partis tels que les démocrates et autres qui estiment que non, que cette opposition, le chef de file n'est pas crédible. Cette opposition, on peut beaucoup qualifier de opposition. Il se tient entre les jambes. Dans ces conditions-ci, ils ne n'arrivent pas à s'entendre. Comment voulez-vous que le chef de file porte la voix et les doléances de toute l'opposition? Donc, il se fait qu'il y a une question de crédibilité à régler. Et le chef de l'État a le souci de raccommoder, en fait, de mettre la classe politique ensemble. Le souhait, c'est faire en sorte que l'opposition soit un bloc unitaire pour échanger avec la mouvance qui est en place, de sorte que nous puissions avoir une démocratie modèle, une démocratie exemplaire. Mais il se fait que le chef de file de l'opposition n'a peut-être pas le coaching qu'il faut. Vous savez, c'est bon d'être chef de file de l'opposition, mais il y a un coaching. Il y a pas le coaching
il ne s'est pas encore fait accepter par, disons, la classe politique qu'il veut représenter. Puisque être chef de file de l'opposition, c'est qu'on représente les aspirations, les desiderata, les options, les choix qui sont faits par une certaine frange de la classe politique qui estime qu'il y a des choses qui vont bien et des choses qui ne vont pas bien et qui veulent, mettant sous le couvert d'un représentant, aller négocier avec le pouvoir exerçant. Alors il se trouve que le chef de file, je ne suis pas en train de lui faire un procès. Il a peut-être à revoir sa copie pour revoir les contacts, son agenda, afin qu'il gagne plus en crédibilité pour avoir les portes du palais. pratiquement 6 mois de législative. À la différence d'Attadé, oui, c'est vrai que on peut croire que le chef de file de l'opposition a à revoir sa copie, mais au même moment, c'est que, eh bien, le chef de file de l'opposition a été désigné sur la base d'une performance réalisée au terme des dernières consultations électorales. Ça veut dire qu'en termes de légitimité, il a fallu une échéance électorale pour qu'au terme, on puisse constater que le score réalisé par la force groupe Bénin émergent mérite et fait de cette force de l'opposition le chef de file de l'opposition. Les autres, même malheureusement, si on fait l'option, je dirais, de la légitimité, eh bien, les autres forces ont à s'en prendre elles-mêmes. Parce que, eh bien, sur le plan, je dirais, de la représentativité, c'est au regard d'un score que l'AFC n'a pas été autoproclamé chef de file de l'opposition. Elle a fait un score. Et donc, j'estime que si la dynamique consisterait donc à travailler, à avoir, je dirais, un interlocuteur de taille en ce qui concerne le fonctionnement de l'opposition, il revient enfin quand même aux autres forces de l'opposition de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de savoir que si un interlocuteur officiellement reconnu, légitimement reconnu, légalement reconnu, eh bien, c'est la FCBE. Et si la conduite n'est pas intéressante, eh bien, si ça discute au sein de ces forces de l'opposition, elles peuvent trouver finalement la formule qui correspond. Ce n'est pas dit que si c'était les démocrates qui étaient chefs de file de l'opposition, que, eh bien, ils feront l'unanimité au sein de l'opposition. Ce n'est pas dit, ce n'est pas évident. Ce n'est pas aussi dit que c'était le MPL, ce n'est pas aussi dit que c'était ainsi de suite. Mais pour le moment, eh bien, moi j'estime que s'il y a quand même un conseil à donner, c'est beaucoup plus demander aux autres forces de l'opposition de souffrir et bien de faire chemin ensemble avec la FCBE pour que, eh bien, s'il y a quelque chose à négocier auprès du pouvoir en place, eh bien, que ce soit l'interlocuteur reconnu qui, je dirais, tire la troupe vers ces moments d'échange. L'un mis dans l'autre, s'il n'est pas fait comme ça, eh bien, sera toujours en rang dispersé. Encore que nulle part ailleurs, on n'a quand même pas vu encore une opposition qui s'est unifiée. Même les forces de la mouvance présidentielle, elles ne sont pas ensemble. Il y a le Bon républicain, il y a l'Union progressiste, il y a Moël Bénin, il y a le PRD, ainsi de suite, Soumane Sofa. Bref, c'est pour dire en gros que même si entre-temps on estime que la rencontre que le chef d'État a eue avec les anciens présidents d'institutions, qui, si vous le constatez, sont tous aujourd'hui en train d'emboucher la trompette du pouvoir, c'est qu'il faut véritablement... L'institution parlementaire. Exactement, puisque nous avons le président André Mbedi, nous avons le président Idikola Olé Antoine, nous avons le président Mathurin Nago, et nous avons l'actuel qui est là. Donc tous, quand fait le point, tous sont de la mouvance. Tous sont de la mouvance présidentielle actuelle. Et donc c'est pour ça que, quelle que soit l'inorganisation de l'opposition, moi j'estime qu'il va falloir qu'enfin le chef d'État rencontre le chef de file de l'opposition pour échanger. Si la dynamique c'est d'échanger sur les questions d'actualité politique, c'est quand même une voix qu'il faut entendre. Et si depuis qu'il a été reconnu en tant que tel, il n'a pas encore été rencontré, il y a quand même qu'il faut souhaiter qu'enfin le chef d'État échange avec le chef de l'opposition, surtout qu'après la tournée entreprise par le médiateur de la République, il importe quand même que le chef de l'État puisse quand même entendre enfin le chef de l'opposition. Certainement qu'il a bien de choses à lui dire, qu'il n'a pas eu à verser. C'est l'aspect que nous avons. Oui, allez-y. Si vous permettez. Oui. Si l'objectif, en fait, c'est de construire, de promouvoir et de préserver la paix, il faut faire en sorte que nous puissions poser des actes dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de vous contredire. Au contraire, j'estime que en fait, ce n'est pas l'égalité. En fait, il y a la légalité, mais il y a la légitimité. Exactement. Donc, nous savons dans quel contexte on a fini par avoir un chef de file de l'opposition. Peut-être qu'il faut attendre 2 ou 3 élections pour avoir la confirmation, parce que afin qu'il ait la légitimité nécessaire pour porter la voix de l'opposition, en fait. Si entre opposants, il y a encore des problèmes, il est normal, parce que le chef d'État ne peut pas recevoir
l'opposition dans le bicéphalisme. Vous comprenez bien. C'est vrai que nulle part ailleurs... Je pense qu'il n'a pas à se préoccuper du bicéphalisme mais de l'opposition. Il y a un chef de file d'opposition qui a été reconnu. Ce sont les productions, ce sont nos thèses qui ont prévu reconnaître un chef de file d'opposition au thème des échéances électorales. Je souhaite vivement qu'il soit reçu. Mais permettez que je vous dise que, en fait, le chef de file de l'opposition a certainement quelle charge. Et il a apporté une voix, la voix des forces politiques de l'opposition. Bon. Et puis, de deux, le chef de l'État a le souci de faire aboutir des réformes qui ont été actées par le vote de certaines lois. Et s'il y a des partis qui ne veulent pas, en fait, se soumettre et remplir les conditions, ces partis seront contraints à disparaître. Donc, nous sommes en train d'assainir le paysage politique. Et nous devons faire en sorte que les réformes n'engendrent pas des crises ingérables. C'est pourquoi il est souhaitable que dans la démarche, que ce soit au niveau de l'opposition que de la mouvance, que les pas soient élégants pour que la démocratie soit célébrée. C'est l'objectif, ça. Et je trouve évidemment que les rencontres qui ont été faites, en fait, visent surtout à préserver la paix, à la conserver, à la promouvoir. Et si le chef de file de l'opposition n'est pas encore reçu, peut-être que le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire. Il y a des informations que vous et moi ne détenons pas. Il prend son temps pour le recevoir, pour être sûr que les requêtes qui seront formulées permettront d'atteindre l'objectif de paix et de sécurité. Et c'est à cela que nous devons travailler pour assurer un Bénin prospère, un Bénin uni, un Bénin qui n'est pas divisé. Donc, il faut que le chef de file, une chose est d'avoir les titres, mais l'autre c'est d'avoir l'étoffe. Donc, il faut que le chef de file de l'opposition travaille pour avoir l'étoffe. Je n'ai pas de gros griefs contre lui, mais je trouve qu'il y a des démarches qui ne sont pas encore très élégantes, et je suggère qu'il y ait un coaching et un brain trust qui l'accompagne. À défaut d'avoir un cabinet bien structuré, il faut que des gens l'accompagnent, ou que lui-même... Alors, comment senti le chef de file mener un certain nombre de démarches? Oui, c'est au début. Les partis qui sont de l'opposition. Mais malheureusement, vous l'avez d'ailleurs signifié tout à l'heure, il y a un bicéphalisme au niveau de l'opposition. Il y a ceux-là qu'on peut appeler des radicaux qui ne reconnaissent pas la légitimité du chef de file de l'opposition. Que pensez-vous qu'il puisse faire, Paul Roupet, par exemple, à 6 mois de législative, pour véritablement attirer vers lui et vers la lutte qu'ils mènent ensemble les autres qui refusent de l'accepter? Au-delà des querelles personnelles qui existent, parce que vous savez comment est-ce que FCBE a été fragilisé. Donc il y a des querelles. Et puis vous savez que c'est une partie de FCBE qui a fini par alimenter les démocrates. Donc nous savons comment les partis ont été créés. Bon, il se fait que, certainement, il y a des querelles de personnes qui existent. Théophile Diallo a créé son parti. Je lui souhaite bon vent. Mais il faut faire en sorte que le chef de file de l'opposition, qui doit jouer le grand rôle, travaille à ce que la paix revienne au sein de l'opposition. Cette paix, elle est souhaitable, elle est nécessaire, elle est même indispensable. Il faut faire en sorte aussi que l'opposition, à défaut de se mettre ensemble, est quand même une plateforme revendicative. C'est ce qu'on attendra tout le temps, mais elle ne se mettra jamais ensemble. Mais vous savez, sans trahir les secrets de l'opposition, il est arrivé au plus fort de la crise qu'un parti qui s'est dit parti de l'opposition soit allé à une rencontre. Le chef du parti, le représentant du parti, a été éjecté par ceux qui se disent être véritables opposants, puisque entre eux, ils se disent qu'il y a encore des taupes. Donc, s'il n'arrive pas à régler les problèmes de confiance entre eux, ce n'est pas évident qu'ils aient la démarche. Or, ce n'est pas le but souhaité. En fait, on ne veut pas qu'ils soient forcément unis. Mais il y a quand même une plateforme qu'il faut définir. En 2014, par exemple, je vous rappelle que pendant que Boni Diaye était là, les forces de l'opposition qui n'acceptaient par exemple pas les tests électoraux et surtout le fonctionnement du COSLEPI se sont arrangés pour se créer une grosse plateforme. J'en étais le secrétaire. J'étais le secrétaire de la plateforme des forces démocratiques pour les élections crédibles et transparentes. Et c'est comment est-ce que, malgré nos divergences, nous nous sommes mis ensemble pour sauver la démocratie béninoise. Et c'est à cela que j'invite l'opposition, qu'elle travaille en dépit des divergences, à se mettre ensemble pour avoir une ligne d'action et une vision commune pour des propositions, disons, efficientes. Car le chef de l'État qui est là a un leadership particulier. Et il est très regardant, très pointilleux. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas divertir et se distraire. Dans ces conditions, il faut savoir aller négocier avec lui. Donc, il faut être bien organisé, bien préparé,
Mais si vous allez en rang dispersé, dans le cafouillage, ce n'est pas évident qu'ils vous prennent au sérieux. Or, notre démocratie doit se prendre au sérieux parce qu'elle gagne en maturité. Et c'est en cela que j'appelle les acteurs à faire preuve de responsabilité et de maturité. Car il ne sert à rien de se morfondre pour dire que les textes sont mal ficelés, votés nuitamment. Ça ne veut rien dire, nous sommes en démocratie et c'est le jeu politique en fait. Donc il faut être très habile, il faut avoir la capacité d'anticipation. Et c'est ça qui manque en fait. Il faut être proactif. Oui, Herman. Oui, opposition radicale, opposition modérée, chef de file de l'opposition. Et puis, quand vous suivez un peu les derniers développements de l'actualité, vous vous rendez compte que cette opposition qu'on a qualifiée d'opposition radicale aujourd'hui est en train de revoir sa copie. Vous constatez avec moi on a reçu d'ailleurs sur le plateau ici Jude Lodjou, désigné par les démocrates pour venir répondre à une question sur une franche. Et quand vous les entendez, désormais, ils ne disent plus « nous n'allons pas aux élections ». Ils ne disent plus, ils disent nous sommes prêts à aller aux élections, nous devons aller aux élections, nous ne pensons pas aux élections parce qu'ils estiment que, et quand vous suivez d'ailleurs le président même des démocrates, et désormais ils disent c'est pas les urnes que nous allons gagner. Et donc c'est comment on fait pour que cette opposition-là puisse participer aux élections législatives promises inclusives, transparentes et tout. Bicéphalisme de l'opposition, je ne partage pas trop cet avis-là parce qu'il y a un chef de file qui a été désigné par respect des tests. C'est à l'issue des communales que Paul Lungpe, FCBE, donc a réuni les conditions qu'il faut pour être le chef de l'opposition. C'est vrai que quand on a pris tout de suite ce décret pour constater effectivement que c'est lui le chef de l'opposition, je faisais partie des tout premiers à souhaiter qu'on lui donne les moyens tels que c'est prévu par les thèses, qu'on lui donne tout ce que les thèses prévoient, pour pas qu'on désigne quelqu'un qui est juste inaugurateur de chrysanthème, qu'il soit là et tout, et qu'on défie chef de l'opposition, mais qu'il soit vraiment en plein dans son rôle. Qu'est-ce que vous attendez? Quelqu'un, par exemple, qui, je ne suis pas entré dans le secret, s'il n'a pas l'accompagnement financier qu'il faut pour pouvoir réunir, pour pouvoir agir et tout, ça le réduit à sa plus simple expression telle qu'il l'est aujourd'hui. Je pense que Patrice, il n'a pas à voir ça. Il a à recevoir à son cabinet, ainsi que le prévoit d'ailleurs les tests, à savoir qu'une fois ou 2 fois l'an, il reçoit le chef de l'opposition pour des consultations et tout. Je pense que la situation actuelle appelle même à cette concertation-là. Quand on fait le point des 5 personnalités reçues, ancien président de l'Assemblée nationale, et donc y compris l'actuel, donc vous vous rendez compte que ils sont tous de la mouvance présidentielle. Le PRD qui est représenté par son président, l'UP qui est aussi représenté par son président, Bruno Amoussou, ancien président, et dedans vous avez Nago, Idji, Kolaole et tout, et qui sont de ces. Donc aujourd'hui, je pense que on gagnerait plutôt à réunir les leaders des formations politiques qu'il y a au Bénin. Il y en a 16 aujourd'hui. Bon, si les 16 sont encore en forme, on attend de voir les prochaines élections pour savoir ce que c'est. Mais je pense qu'il faut élargir pour nous donner plus de visibilité, pour nous donner plus d'arguments à penser qu'effectivement, on est en train de penser avoir des élections législatives inclusives et tout. Parce que justement, je ne vois pas ces personnalités-là en train d'évoquer, par exemple, les questions que Hakimé a évoquées tantôt, à savoir, oui, qu'est-ce qu'on fait pour décrisper l'atmosphère, qu'est-ce qu'on fait pour libérer ceux qui sont là-bas, est-ce que c'est possible? Je ne les vois pas en train de tenir ce discours-là, si ce n'est peut-être pas s'accorder sur ce que nous savons déjà. Quoi. Oui, justement, après ces différentes rencontres, ces échanges avec ces personnalités dont vous parlez, on rappelle également que Nicéphore Soglo a été reçu par Patrice Talon, Wilfried Mbidji dans ses propos qui dit qu'il y a également d'autres personnalités qui seront reçues. On a le regard tourné vers l'autre leader politique. Je veux parler du prédécesseur de Patrice Talon, Boni Yayi. Est-ce qu'il sera reçu par Patrice Talon? C'est également une grosse question. Ça ne participe pas forcément à la distribution de l'attention politique, mais celui-là qui a aujourd'hui la charge de porter la parole de l'autre classe politique, je veux parler de l'opposition, c'est bien sûr le chef de file, à pratiquement 6-7 mois des législatives. Quand est-ce que Patrice Talon recevra Paul Lungpe, alors qu'on sait qu'au lendemain, à l'issue des élections, forcément, on procédera au changement du chef de file de l'opposition, si, entre-temps, l'opposition était représentée au Parlement, suivant les tests, Hakimi Ousseli. Non, ce n'est pas du qu'on changera. La FCB peut encore faire un score honorable. Oui. Et toujours continuer à pas être le chef de file de l'opposition, on ne choisit pas. Ce sont les scores, ce sont les performances au thème des élections qui font de vous la première force de l'opposition. Et la FCBE a apporté donc la preuve à travers donc les unes dernières que elle est la force politique de l'opposition souhaitée et voulue par les électeurs qui sont allés dans les urnes.
quand les démocrates disent qu'il faut enfin aller aux élections, bon, c'est tant mieux. Parce qu'il fallait tenir ce discours il y a très longtemps. Moi, je me désole que de constater que c'est maintenant que les discours changent. Parce que rien n'a véritablement trop changé. En termes d'actualité, en termes de production, en termes de tests qui régulent les élections, rien n'a changé depuis que la FCB a pris part aux élections jusqu'à ce jour. Et donc, si les démocrates font l'option cette fois-ci de vouloir aller aux élections, c'est tant mieux, c'est intéressant. Mais j'estime qu'il aurait fallu faire cette option un peu plus tôt parce que la politique de la chaise vide n'a jamais arrangé les choses. Il faut quand même se battre, il faut être là où on peut faire bouger les lignes pour que les décisions puissent prendre telle ou telle autre tenue. Quand vous n'y êtes pas, vous constatez les dégâts. Je crois que les démocrates ont dû constater ce que ça a eu comme impact, le fait de n'avoir pas pris part aux échéances électorales dernières. C'est pour ça que, malheureusement pour eux, la FCB est aujourd'hui chef de file de l'opposition. C'est à leur corps dépendant. Rien ne peut être fait si ce n'est pas un autre rendez-vous et où ils vont performer et espérer se voir désigné comme chef de l'opposition. Ce que nous souhaitons, et là j'adhère certainement à ce qu'Atadi a dit, Eman également, c'est qu'enfin, parce que si l'objectif fondamental, c'est qu'on puisse décrisper, si décrispation reste donc le maître mot de nos conjectures par rapport donc, à la rencontre que Cheikh Taye a eue avec les anciens présidents d'institutions, du moins de l'Assemblée nationale et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est qu'il faut quand même que les autres forces puissent être quand même rencontrées. C'est pour ça que l'option de vouloir que le chef d'État rencontre Paul Hongpé se trouve être une belle proposition faite parce que quand même il y a des choses, il y a des éléments d'appréciation que Paul Hongpé met à disposition du chef de l'État dans la dynamique également de ce que on puisse avoir des élections législatives prochaines dans un climat apaisé, dans un climat intéressant. Parce qu'on n'a rien à faire, on ne peut pas parler des élections prochaines, Christian, sans jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et voir ce qui a pu se passer par le passé, et se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qu'on ne corrige pas. Parce qu'il faut qu'on soit unanime là-dessus, il y a des choses à corriger. Ça, c'est quand même, c'est primordial et c'est évident. Et je crois que quand on a suivi de très près la tournée du médiateur de la République, ça impose quand même que d'une manière ou d'une autre, on puisse entendre au-delà du médiateur. Parce que vous avez vu la dernière fois, quand le chef d'État a fait le tout, du moins le gouvernement a fait sa tournée d'explication quant à la cherté des prix de grande consommation, il y a quand même qu'un autre retour a été fait au chef d'État. C'est au regard de ces différents retours que des décisions sont en train d'être prises allant dans le sens de l'allègement du panier de la ménagère. Donc j'estime que c'est la dynamique consisterait donc à avoir des élections inclusives. C'est vrai que d'autres n'aiment pas entendre la terminologie inclusive. S'il faut revisiter le code électoral, il faut le faire en tenant compte d'un précédent. Le précédent, on le connaît, et personne mieux que la FCB et puis les autres n'est mieux placé pour en parler. La FCB, pour avoir fait l'expérience de l'élection, peut d'une manière ou d'une autre quand même faire des propositions intéressantes en vue de ce qui est bien à l'occasion des législatives prochaines et le Parlement de transition prochain, on puisse avoir quand même plusieurs courants politiques au niveau de l'institution parlementaire. Cela y va, Christian, de la crédibilité de notre démocratie. C'est vrai que tous ne peuvent être représentés, mais quand le jeu est ouvert et que vous perdez, le débat se fait autrement. Mais quand on a l'impression qu'il est fermé et qu'on va aux élections, le débat aussi se fait autrement. Donc, ce sont ces différentes options qui sont faites aujourd'hui et qui nous amènent à demander que, s'il y a quand même encore une possibilité de rencontrer d'autres personnalités politiques, qu'on puisse mettre dans l'agenda du chef de l'État, le chef de file de l'opposition, afin que Paul Hongpé, peut-être qu'après avoir été rencontré par le chef de l'État, peut-être qu'il va changer de conduite, mais dans l'un ou dans l'autre des cas, il y a quand même des choses qui manquent au chef de file de l'opposition pour véritablement élaborer sur le terrain. Les tests sont là, et qu'on le veut ou pas, ils ne sont pas véritablement respectés en ce qui concerne le cahier de charge et puis, les commodités qu'il faut mettre à disposition du chef de l'opposition. Ce n'est pas nous qui avons demandé de les mettre, au niveau, donc, au niveau de nos productions. Oui. Si ça a été fait ainsi, c'est parce qu'on sait qu'on peut le faire respecter. Pourquoi est-ce que depuis qu'il a été reconnu en tant que tel, jusqu'à présent, M. Attadé, je ne vous pose pas la question. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, Paul Hongpé n'a pas encore tous les leviers qui lui permettent de jouer son rôle de chef de file de l'opposition. S'il avait ces leviers, c'est sûr que la posture peut être aussi différente vis-à-vis des autres qui estiment qu'il n'a pas encore l'étoffe nécessaire. Malheureusement, qu'il ait l'étoffe ou pas, pour le moment, Attendez, et les autres qui nous suivent, c'est que c'est Paul Hongpé qui est le chef de l'opposition. À une autre élection, à un autre rendez-vous électoral, si les choses changent, il pourra être changé. Mais pour le moment, je sais qu'il va falloir que nos points de vue soient convergents. Oui. Mais je vais faire constater deux choses. La première, c'est que, vous savez, en politique, les parades
participe d'une stratégie. Tout à fait. Et puis les atermoiements, les hésitations, tout ça là, ça participe aussi d'une stratégie. Et il faut avouer que les acteurs politiques le font à dessein. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le temps est à la fois un allié et un ennemi. Le temps est à la fois un allié et un ennemi. Quand le chrono est en marche, si vous agissez vite, parfois ça vous arrange. Et quand vous agissez avec un retard, ça vous dessert. Il est arrivé que les démocrates aient agi avec un peu de retard et ont été sanctionnés. Aujourd'hui, c'est heureux que le discours change. Et c'est en cela que vraiment je les félicite. Il faut saluer évidemment cette maturité et puis ce regard que désormais les démocrates portent sur les lois qui sont votées. Nous sommes tous unanimes qu'en fait, il fallait aller à l'assainissement de la vie politique. Nous sommes tous d'accord que notre pays politique, tel que c'était là, était nauséabondeux. C'est présidentiel. Il fallait changer les choses. Eux tous, ils sont d'accord. Mais comment y aller, c'était ça. Donc aujourd'hui, il a fallu que nous ayons un président avec un leadership centré sur le courage et sur l'audace pour que les gens qui aiment faire du dilatoire sachent que désormais la danse a changé et donc les cadences forcément ont changé. Et dans ce cas-là, il faut avouer que notre démocratie, en fait, c'est elle qui grandit. Et ce n'est que le souci de tout le monde. Parce qu'il y a une démocratie qui n'engendre pas le développement, ne peut pas nourrir son peuple. Et c'est à travers le mûrissement de la démocratie qu'on peut réussir à satisfaire les attentes légitimes des populations. Car nos populations ont besoin d'un bien-être. Et ce bien-être ne peut se réaliser que dans l'univers que nous offrons. L'univers ici, c'est les libertés, c'est la gestion, la bonne gouvernance qui garantit évidemment une pérennité dans la conduite des affaires de l'État pour que le Bénin ne s'estompe pas, mais c'est aussi faire en sorte que les lois que nous votons disposent pour l'avenir. En réglant les problèmes d'aujourd'hui, il faut que ces lois disposent pour l'avenir afin que, unanimement, nous soyons d'accord sur la démarche. Donc, il a manqué peut-être un peu de consensus autour du vote des lois, parce qu'on a fait un peu dilatoire. Mais aujourd'hui, que l'esprit de bon sens a gagné les acteurs politiques, il faut que le chef de l'État maintenant travaille à des contacts fréquents. J'avais souhaité ici sur le plateau qu'il y ait un cadre de concertation, par exemple, qui s'installe entre les anciens chefs d'État. Je suis heureux que ce soit peut-être une première fenêtre. Il faut faire en sorte que cela se concrétise afin que nos chefs d'État aient des échanges réguliers. Entre les anciens chefs d'État et les chefs d'État exerçants, les rapports n'ont jamais été au beau-fils. Vous avez suivi récemment Sarkozy fait des déballages sur François Hollande depuis 2012. Bon, alors ça veut dire que ce n'est pas facile. Sous d'autres cieux, c'est encore plus grave. Et on a entendu que j'ai lu tellement de choses sur les concernant. Donc si ce n'est que de petites crises qui existent entre peut-être le président Talon et le président Soglo, le président Boniaï et le président Talon, en fait, j'appelle ça de l'incompréhension. Ce n'est pas des crises en tant que telles. C'est les rapports humains, les rapports humains engendrent souvent des incompréhensions qu'il faut gérer. Et c'est notre capacité à surmonter ces difficultés qui nous permet d'affirmer notre personnalité. Donc le chef de l'État exerçant a une personnalité qu'il faut célébrer. Et le souci, c'est faire en sorte que les acteurs se mettent ensemble pour que nous puissions bâtir un Bénin uni, un Bénin prospère. Voilà, et le cap de 2023, nous verrons bien ce qui se passera ici. Cette unité nationale sera véritablement retrouvée à travers ces différentes concertations, ces échanges entre les anciens et ceux qui sont en activité. Merci à vous, merci beaucoup. Francis Attadé, je rappelle que vous êtes communicant politique, expert en gouvernance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Nyamboussou, merci beaucoup. Akime Ousseni, merci. Bonne journée. Et Melguirin, nous avons reçu ses excuses. Il était un peu en retard. Malheureusement, il n'a pas pu rattraper les discussions de ce matin. On le retrouvera plus tard. Merci beaucoup. Allez, on va faire le point de l'actualité avec Idrissou Boukari. C'est une semaine au Bénin, juste après le point de l'actualité nationale avec Assiomo Kanya-Siomo dans la revue de presse. C'est parti. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée.
Comme tous les mercredis, la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue le 8 juin 2022 sous la présidence effective du chef de l'État. Les travaux conduits par Patrice Talon ont abouti à d'importantes décisions. Au chapitre des mesures normatives, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaine au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semepoji, puis la bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au titre des communications, on parle de l'agrément au Code des investissements, l'approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connexes. Le compte-rendu de cette session a été présenté par le porte-parole du gouvernement. La journée du mercredi était très chargée pour le chef de l'État. Patrice Talon a tenu une concertation politique avec une série de personnalités au palais de la Marina. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, d'anciens présidents de l'Assemblée nationale et celui en exercice ont échangé avec le président de la République. Patrice Talon, qui a ensuite reçu en audience une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis au Bénin. Les avis et propositions des différentes chancelleries sur la gouvernance et les réformes en cours au Bénin étaient à l'ordre du jour. À la fin des échanges, le patron de la diplomatie béninoise a expliqué les objectifs aux hommes des médias. De son côté, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une descente au port de Cotonou. Gaston Dossoui est allé constater en personne le débarquement des intrants agricoles prévus dans le cadre de la campagne agricole 2022-2023. Le navire qui a accosté avait à bord près de 42 000 tonnes d'engrais. Aux côtés du ministre de l'Agriculture, le directeur général de la Société de développement du coton et les autres acteurs concernés. La 9e édition de la Journée africaine des frontières a été célébrée le mardi 7 juin 2022. À cet effet, le Bénin va consacrer, comme par le passé, une semaine d'activité dès le mois de juillet prochain. Pour l'édition 2022, cette journée est placée sous le thème « Investir dans le développement des espaces frontaliers pour prévenir la menace à la sécurité nationale ». Dans ce cadre, selon le ministre de l'Intérieur qui a adressé un message à la nation, le gouvernement, à travers l'ABGF, a mis un accent sur la coopération transfrontalière, gage de paix, de sécurité et de coexistence pacifique. Plus de 226 000 candidats ont planché le mardi 7 juin pour l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2022. Sur le plan national, le lancement officiel des épreuves a eu lieu au centre de ce jeu Tchatchou dans la commune de Tchaourou. C'est le ministre des enseignements maternels et primaires qui a lui-même donné le top après avoir parcouru les 11 salles de composition qu'abrite le centre. Saliman Karimou était entouré à l'occasion de plusieurs acteurs du monde éducatif ainsi que des autorités politico-administratives, dont le préfet du Borgou et le maire de Tchaourou. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Démarrage ce jour de l'examen national du brevet d'études du premier cycle. À ce sujet, la boussole rappelle que pendant 3 jours, les candidats composeront dans 7 différentes matières
sur toute l'étendue du territoire national. Gasquiani écrit que 119 746 candidats répartis dans 211 centres vont à l'assaut de l'examen. L'autre vision confirme les chiffres et renseigne que les épreuves écrites seront officiellement lancées ce jour au Collège catholique Notre-Dame de Porto-Novo. L'événement du jour informe que le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, en a appelé à la conscience professionnelle des chefs centres, surveillants de salles et autres personnes impliquées dans l'organisation de cet examen afin qu'il n'y ait aucune tentative de fraude ou de tricherie organisée lors du déroulement. Le challenge insiste sur le message du ministre Kwaro Yves Tchabi aux candidats et parents d'élèves. Fraternité s'intéresse aux dernières rencontres entre le chef de l'État et les personnalités pour écrire que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, a révélé que la rencontre du chef de l'État avec l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, et les anciens présidents annonce d'autres rencontres avec des personnalités. Cela sous-entend qu'il pourra à nouveau prendre langue avec son prédécesseur Boni Yayi dans les jours à venir. Le secrétaire général adjoint du gouvernement n'exclut pas cette éventualité qui reste la plus attendue dans l'opinion publique générale. Le porte-parole qui confie que le chef de l'État a eu l'initiative de rencontrer ces personnalités pour échanger avec elles. Et vous vous doutez bien que quand il reçoit des personnalités de ce niveau, de ce vécu aussi politique pour parler des anciens présidents, il y a forcément qu'il parle du pays, des sujets de préoccupation nationale, mais sans doute aussi régionale, continentale ou mondiale, qui impactent la vie de notre pays. L'autre information parue ce jour, c'est dans les colonnes du journal Le Matinal et qui porte sur la sortie du ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, reçu sur 2 médias internationaux. Selon le journal, cet entretien a permis de se faire une idée de sa vision par rapport à la crise ukrainienne et la gestion de ses incidences sur le quotidien des populations, sur l'inflation, les relations avec le Nigeria, les réformes du franc CFA. Fraternité écrit qu'il commente les mesures prises par Cotonou pour faire face à l'inflation, plaide pour la concertation entre les États en période de crise et revient sur la brouille de son pays avec le Nigeria, ainsi que sur la réforme du franc CFA mise en stand-by en raison du Covid-19. Pour l'économiste du Bénin, la lutte contre l'inflation, les questions alimentaires, agricoles, énergétiques, industrielles, les questions monétaires, la réforme du franc CFA, le financement des économies africaines, l'emploi, le développement du secteur privé, l'éducation, le libre-échange en Afrique, le rôle de la BCEAO, le financement des économies africaines sont quelques sujets abordés par l'Argentine nationale. Et puis, les législatives du 8 janvier 2023 font le gros titre de Fraternité qui note que sur le terrain, la bataille politique gagne en intensité et à en croire le journal, comme si elle s'était donné le mot d'ordre, les forces politiques dites de l'opposition ont pris le taureau par les cornes. Désormais, on assiste à un marquage à la culotte et pour ce faire, les tournées de mobilisation s'enchaînent avec à la clé des tirs nourris sur le gouvernement. Avec ce jeu d'offensive et de contre-offensive observé sur le terrain où les populations ont droit à plusieurs versions, c'est le débat politique qui s'enrichit. À Savalou, le processus d'intronisation du nouveau roi est dévoilé. C'est le quotidien Gasquiani qui en parle ce jour et révèle que le nouveau roi de Savalou sera intronisé en septembre 2022. La succession de feu Dada Gandien Yaouyo Bagidi XIV soulève des passions, mais le régent désigné Cyril Gandibé vient sonner la fin de la récréation à travers un communiqué signé du régent désigné. La collectivité Aïgnon Dada Voudou informe l'opinion publique nationale et internationale que le royaume de Savalou n'a jamais désigné un futur roi, contrairement à ce qui est diffusé dans la presse. Elle rend alors public le chronogramme des activités prévues dans le cadre de cette désignation. Ainsi, au niveau des préliminaires, la date de l'installation du régent est fixée au 19 juin 2022. Un appel à candidature sera lancé le 25 juin pour les candidats au trône. Une consultation publique de désignation du nouveau roi est prévue le 1er juillet 2022. Dans la suite, l'autre quotidien informe d'une ambition d'environ
700 milliards de francs CFA d'investissements lourds et inédits pour le développement du secteur du tourisme. Au cours d'une mission spéciale sur le bilan du gouvernement dans le domaine du tourisme, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, s'est prononcé sur les investissements inédits en cours pour la promotion du tourisme au Bénin. Il rassure de l'ambition du gouvernement à faire du tourisme et de la culture un levier essentiel de développement de l'économie. Au Bénin, avec Vif d'Afrique, on peut lire que la situation qui prévaut dans nos centres de santé n'est guère reluisante pour les usagers, notamment les femmes enceintes. Dans une plainte qui est parvenue à la rédaction, un monsieur fait part des mauvais traitements qu'a subi sa femme lors des consultations prénatales par les filles de salle et les aides-soignantes. Le journal de conclure pour écrire que c'est ce que vivent bon nombre d'usagers dans nos centres de santé publique. Merci d'avoir été à l'écoute. Et voilà, c'est terminé pour ce lundi, premier jour de la semaine. Merci à chacun et à tous de votre attention. Chez vous, c'était Actu Matin. Très bonne journée, excellente semaine. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.